tous les pays sont en voie de sous-développement. Sont en voie de développement. C'est Sourang qui le disait. Il n'y a aucun pays développé en matière d'éducation, y compris les États-Unis, y compris la Finlande, y compris la France. Aucun pays n'est développé en matière d'éducation. Partout, il y a l'échec scolaire. Échec, soit l'échec sportif, Dieu nous en a préservé cette année, soit l'échec scolaire, soit l'échec, je ne sais pas, industriel, entrepreneurial, mais l'échec est consubstantiel à la vie. Elle va avec la réussite. Ceci étant maintenant, pour comprendre l'échec scolaire, il faut revisiter souvent ces déterminants, les déterminants d'échec scolaire. Parce que, avant même la responsabilité des acteurs, il faut voir quels sont les déterminants, qu'est-ce qui fait qu'il y a échec scolaire au niveau de ces grandes familles d'acteurs-là. Il y a l'origine sociale comme déterminant de l'échec scolaire. Ça, je ne vous apprends rien. Ce n'est pas moi qui l'invente d'ailleurs. Bourdieu l'a bien défini dans la reproduction des inégalités. Les milieux favorisés qui gagnent beaucoup d'argent, bien les familles, les enfants issus de familles lettrées réussissent mieux que les enfants qui sont issus de familles non lettrées. Ça, vous le savez comme vous et moi. La richesse actuellement joue un grand rôle. Donc l'origine sociale de l'élève joue beaucoup sur, par exemple, son échec scolaire. Mais ça, un autre penseur a dit que c'est à l'école de le régler. Passeron, je pense que c'est Passeron qui a bien dit, oui, Bourdieu, tu as raison. Passeron fut un élève de Bourdieu. Il dit, tu as raison, mais c'est à l'école de régler, c'est à vous et moi de régler ce problème des inégalités sociales. D'ailleurs, c'est à cause de ce truc de Bourdieu qu'on a institué les tonus scolaires. Les tonus scolaires. C'est pour enrayer, relativiser les inégalités scolaires, afin que tous les élèves soient habillés de la même manière et qu'il n'y ait pas de violence symbolique, par exemple, sur le terrain scolaire. Moi, j'aimais toujours des réserves sur ce problème des tonus scolaires. Parce qu'on sait bien que les élèves qui ont le mieux réussi souvent, dans les années 70 et 80, n'étaient pourtant pas issus de milieux défavorisés. Ça, notre expérience nous permet de le dire. Notre expérience nous permet de le dire. Donc, qu'est-ce qui faisait que les élèves défavorisés, venant de milieux défavorisés, ne réussissaient plus que les fils à papa? C'était certainement pour compenser leur pauvreté. Mais toujours dans ce registre, nous, en tant qu'éducateurs, en tant qu'inspecteurs, moi, quand je dis les enseignants maintenant, monsieur le journaliste, moi, quand je dis les enseignants, je mets les inspecteurs dans l'eau. Nous avons un grand rôle à jouer là-dedans. Et par ma petite expérience de visite de classe, je sais que surtout le personnel enseignant féminin est très sensible aux enfants bien vêtus. Souvent, c'est vrai, hein, vous les femmes là, quand l'enfant est bien habillé, bien peigné, bien correct, souvent c'est votre chouchou. Or, pendant que vous le prenez en exemple, pendant que vous le chouchoutez, vous créez des frustrations qui sont terribles devant. L'enfant ne le dit jamais. Moi-même, je vous assure, avant même de le constater, j'en ai été victime. Donc, faire attention à ça. Peut-être qu'un enfant qui est mal vêtu ou bien défavorisé, vous pouvez, d'une manière très souple, amener sa maman, son parent, par exemple, à régler ce problème-là. Donc, l'origine sociale. L'évaluation certificative aussi est un facteur d'échec scolaire. Vous le pensez tous, mais le CFE et le certificat, mais ce n'est pas nous qui le proposons, c'est du ressort de l'État. C'est l'État qui propose, qui est maître d'œuvre en matière d'évaluation certificative des apprenants. On n'a rien à voir dans cette histoire-là. Maintenant, l'État fait semblant tout court de nous proposer des sujets, proposer ceci. S'il vous dit proposer un sujet, vous ne verrez jamais quelqu'un qui a dit mon sujet a été choisi. C'est pour nous faire plaisir. L'État dit on propose, mais en réalité, l'État s'enferme dans ses bureaux pour concocter un sujet à la mesure de ses propres ambitions. Donc ça, c'est un facteur d'échec scolaire. Les évaluations formatives aussi que vous faites, vous les enseignants là, madame la directrice, tu ouvres un cahier d'élèves, moi j'ai l'habitude de le dire, vous voyez 10 sur 10, 10 sur 10, 9 sur 10. Est-ce que ça c'est un bon élève? Est-ce que cet élève jouit d'un bon enseignement, selon vous? Dans un cahier d'élèves où il y a beaucoup de 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10. C'est un facteur d'échec scolaire. Cet élève-là, il est comment? Hein? Il est sous-évalué. On lui donne des choses qui sont... Soit il est sous-évalué,
soit c'est un surdoué, soit il a des capacités au-delà de la moyenne. Donc, s'il a des capacités au-delà de la moyenne, il faut le faire sauter de classe. C'est arrivé dans ce pays-là. Des gens à qui on fait sauter des classes. 10 sur 10, ce n'est pas possible. Même aux parents, en tant que parent, beaucoup de faire. Non. Beaucoup de faire répétiteur. Où est-ce que tu vas appuyer? Il a 10 sur 10 partout. Donc, il faut l'amener dans des classes supérieures jusqu'à ce que l'élève rencontre la résistance. Maintenant, il jouit d'un enseignement à son niveau. Même chose aussi pour l'élève. Maintenant, tu ouvres son cahier, tu vois 4, 0, 1. Ce n'est pas sa classe. Ou bien l'enseignant ne fait pas son travail. Cet élève-là est surévalué. Il faut le rétrograder jusqu'à ce que cet élève puisse suivre. Parce que la culture de l'échec, il ne faut jamais l'installer chez vos enfants. Chez un enfant, j'aurais dit. Oui, 1, 0, 2, 4. Vraiment, il faut rétrograder. Il faut aussi voir qu'est-ce qu'on lui enseigne. Et ça, nous enseignants, même en tant que parents d'élèves, souvent on ne prête pas attention à ces cahiers de devoirs que nos enfants nous amènent. Voir à travers le système de notation tout court, est-ce que l'évaluation est bonne? C'est clair. Donc ça aussi, parce que non seulement on est des enseignants, mais on est aussi des parents d'élèves. C'est clair. Il y a aussi les avatars de l'orientation scolaire. Je vous pose la question. Dans le système, quelle est la structure qui est chargée d'orienter les élèves? Le chaos P. Voilà, c'est le chaos P. Centre académique d'orientation scolaire, je pense. Voilà. Mais c'est mal fait. Et on ne peut pas aussi les incriminer parce qu'eux, ils orientent sur la base de ces notes-là, effectivement, surévaluées ou sous-évaluées, qu'ils reçoivent. De cette évaluation certificative qui n'est pas de notre ressort. Et au bout, les élèves sont mal orientés. Voilà, vous voyez, mal orienté. Bon, s'il est mal orienté maintenant, c'est sûr qu'il va échouer. Un élève littéraire, vous l'amenez en série scientifique, il échoue, etc. Donc, vous voyez, et ce truc d'orientation le suit jusqu'à l'université. Donc ça, c'est très rapidement, je ne vais pas développer davantage. Les problèmes de déficit de table-banc, etc., tout ça, c'est facteur d'échec scolaire parce que ça a une incidence sur la qualité des enseignements apprentissage. Des classes où les élèves sont entassés comme des sardines, ce n'est pas un détail, hein, ça. Hein, vraiment, ça décourage les élèves, ça les démotive, etc. C'est des institutions spécialisées. Les enfants, les déficients, ce qu'on appelle communément les déficients. Quelles sont les structures? Il y a des déficiences lourdes que vous, enseignants, et que même moi, inspecteur, je ne peux pas prendre en charge. Hein? Comment prendre en charge un sourd, un malentendant? On dit un malentendant. Une personne à mobilité réduite, quand la déficience est légère, d'accord. Encore qu'il faut l'identifier. Parce que vous, les enseignants aussi, vous ne détectez pas les déficiences des élèves. Y compris moi-même, quand je dis des enseignants, je suis dans le lot. Souvent, qui est-ce qu'on met devant? On met les grands élèves devant et les petits derrière. Alors que le petit qui est devant, le grand qui est derrière, il peut ne pas voir. Mais si vous prêtez chaque fois en situation d'enseignement attention aux élèves, vous voyez les élèves qui font comme ça, ou bien qui tendent l'oreille, vous voyez que cet élève-là ne voit pas bien ou n'entend pas bien. Mais souvent aussi, nous, on ne prête pas attention à ces situations-là. Pourtant, c'est très facile. Il suffit de prêter attention parce que ne vous attendez pas, surtout à l'élémentaire, à ce que les élèves disent ceci, fassent des réclamations, des récriminations. Ils ne le feront pas, ils vont essayer et finalement, ils vont se décourager, ne plus suivre votre enseignement et qu'est-ce qui vient? L'échec scolaire. Donc, un grand peut bel et bien être à la première place. Après 2 mois de cours, si vous êtes attentif, vous pouvez prendre un grand élève et le mettre devant. Et un petit élève qui va se plaire au fond. Donc ça, sans compter les formations déficientes. Il y a aussi quoi? La formation des enseignants. Je dis de nos inspecteurs. Autrement dit, certains points. Vraiment, hier à pareil moment, j'étais à une conférence de consensus sur la lecture à Kaolack. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui le dit, mais c'est lié en personne. Clôturant la séance, il a dit qu'il ne peut pas imaginer qu'en 9 ans, un élève ne sache pas lire. Alors que 3 mois suffisent à un enseignant pour enseigner à un élève la lecture. SG. Hein? 3 mois suffisent. Donc là, notre responsabilité est vraiment engagée. Hein? Vraiment, enseignant bi jaar ci yow, jaar ci man, jaar ci kële. 9 années consécutives sans savoir lire au CM2, personne ne peut l'expliquer.
Hein? C'est inexplicable. Ça dénote un manque d'engagement, aussi bien de l'enseignant que des inspecteurs qui n'ont peut-être pas fait le travail d'encadrement à la base. Ou bien les inspecteurs l'ont fait, mais l'enseignant aussi n'a pas suivi les prescriptions, les conseils, les recommandations. C'est clair. Bon, il faut aller vite, il faut m'arrêter. La législation des examens, le jeu des coefficients aussi n'est pas en adéquation avec ce que nous appelons les intelligences multiples, vous les connaissez. Il y a des élèves qui sont doués en intelligence kinesthésique, sport, d'autres sont en logico-mathématiques, d'autres c'est l'intelligence musicale. Dès lors qu'on néglige une de ces disciplines, qui est le chant, ou bien les mathématiques, ou bien linguistique, ou bien interpersonnel, mais on laisse des élèves en rade. Or, pourquoi nous, les enseignants, nous négligeons certaines disciplines par rapport à d'autres? C'est par rapport au jeu des coefficients, et par rapport aussi à l'évaluation certificative sur laquelle nous n'avons pas de mainmise. Mais en principe, si le PS était bien enseigné, comme le docteur l'a dit, après l'examen, il a continué à le faire, mais pourquoi pas avoir des médailles olympiques? Les médailles olympiques, c'est très important. Même pour la nation, pour l'État du Sénégal, avoir un médaillé d'or aux Jeux olympiques, mais ça, c'est beaucoup de rentrée d'argent, hein, de tourisme et de tout. Hein? Au niveau de la chanson aussi, même chose. Et au niveau d'autres, on ne va pas s'attarder sur ça. Voilà, c'est ça. Bon. Maintenant, après, les curricula aussi. Ça restait des curricula, c'est-à-dire des programmes d'enseignement. Les programmes sont trop lourds. Tout le monde le dit, SG, vous qui êtes les doyens là dans le système, vous l'avez constaté avant nous, vous le dites, mais rien n'est fait. Je vais un peu taquiner tout court. Est-ce que maintenant on doit même enseigner la technique opératoire? Vous n'allez pas dire que l'inspecteur Badian a dit qu'on ne peut pas enseigner la technique opératoire. Mais à quoi ça sert? Voilà. Quel est l'ingénieur maintenant qui va s'amuser à faire par exemple 904 x 42 à la main? Personne. Sinon, si le patron te trouve là-bas, mais tu es licencié parce que tu peux faire une erreur. Maintenant, c'est la machine. C'est la machine qui fait les opérations. Personne ne s'aventure maintenant à faire des opérations. Ce n'est pas l'ingénieur, ce n'est pas le gestionnaire, ce n'est pas le ministère des Finances. S'il veut augmenter les enseignants, il ne va pas prendre plus. Ça, il n'ose pas, sinon on lui tape sur les doigts. Parce qu'il peut faire une erreur alors que la machine, elle... Donc, est-ce qu'on doit continuer à enseigner la technique opératoire? Point d'interrogation. La division, en France, elle n'est même pas enseignée. L'étude des systèmes éducatifs nous dit qu'en France, elle n'est même pas enseignée à l'élémentaire. Quand l'élève l'acquiert, on dit qu'il a acquis une compétence remarquable. Mais regardez le temps qu'on perd à vouloir enseigner la division à nos enfants de l'élémentaire. Très difficile, une opération complexe. Sans compter maintenant à certains niveaux. À certains niveaux, des élèves échouent, de bons élèves en mathématiques à cause du français. De bons élèves de français échouent à cause des mathématiques. Tout ça là, il faut vraiment le revoir. Bon, je ne vais pas développer davantage. Maintenant, la responsabilité directement, ça, la rationalisation des personnels, nous en avons parlé. Ça, c'est un problème. Hein? C'est vraiment un problème. C'est du niveau de l'État. Moi, je dis, aucun enseignant ne s'est jamais auto-affecté. OS, tous les OS des enseignants, de vos surveillants, c'est l'État, c'est le ministère qui les signe. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État. Hein? Peut-être l'enseignant, il émet, on veut. Parfois même, les commissions médicales ne fonctionnent pas bien. Les enseignants se déclarent malades alors qu'ils ne le sont pas. Il suffit de voir un cousin médecin pour qu'il te fasse des papiers conformes. Peut-être qu'il aurait fallu une contre-expertise, etc. Hein? Donc, c'est ça. Ça, c'est du ressort de l'État. Parce que la responsabilité de l'État, les curricula qui sont encyclopédiques, nous aussi, on ne peut pas s'enfermer et dire on va élaguer. C'est à l'État de le faire. La disparité entre les zones rurales et les zones urbaines aussi, c'est un facteur d'échec scolaire. Et c'est l'État aussi. Parce que si vraiment vous avez la chance ou la malchance de visiter certains collèges, mais des collèges qui sont tous sous abri, au moins de coup de vent, toutes les classes volent. J'en ai vu à Kédougou, j'en ai vu à Salémata où j'ai eu des trucs que j'ai eu à visiter. Donc ça, c'est des disparités. La relégation de l'enseignement privé en second rôle. Ça, messieurs de la CSA, je ne sais pas si vous recevez les syndicats des enseignants du privé, mais il faudra qu'un pas soit fait dans ce sens.
Si vous allez dans les GF de Dakar maintenant, plus de la moitié, plus des 3/4 des enfants sont dans des structures privées. Or, dans les CRFPE dans lesquels moi j'exerce, on ne prend pas en compte la formation des enseignants du privé. Même ces augmentations-là, vraiment, c'est des gens qui sont laissés en rade. Ils n'ont rien. On ne forme pas leurs enseignants, on ne forme pas leurs directeurs. Hein? Les déclarants responsables font ce qu'ils veulent et ils sont laissés à eux-mêmes. Hein? Ah, oui. Ah, SG, des salaires de moins de 50 000. Hein? Non, ça c'est un problème d'échec scolaire. Ces enfants qui sont dans les structures privées aussi, ce sont des enfants des Sénégalais. Hein? Ah, voilà. Donc il faut, SG, vraiment penser au... Je ne sais pas comment on va le faire, mais il faut que le privé, l'enseignement privé soit intégré. C'est des enfants sénégalais, et beaucoup d'enfants sénégalais qui sont dans ces structures. Bon, le soutien aux familles les plus démunies aussi, c'est important parce que l'échec scolaire aussi, c'est souvent des enfants qui doivent travailler pour leur famille. Si vous allez à Kédougou, par exemple, les enfants quittent l'école pour aller dans les sites d'orpaillage où ils gagnent beaucoup d'argent. Ça, je pense que l'État a fait aussi beaucoup d'avancées dans ce sens-là, par la subvention, les bourses familiales. Parce que l'État aussi, il ne faut pas négliger que quand même l'État est en train de faire de consentir d'énormes efforts dans l'éducation. Hein? Moi, je pense que maintenant, bientôt, la balle sera dans notre camp. Il nous appartiendra à nous, enseignants, vraiment de faire montre plus d'engagement et de détermination. Maintenant, les collectivités territoriales, je ne le dirai pas plus. Tout le monde sait que les commissions domaniales marchent plus que les commissions éducatives domaniales. Oui. C'est la seule chose qui marche dans les collectivités territoriales. Voilà. Le niveau parental. Parce que vous êtes enseignant et parent d'élèves. L'échec scolaire est en quelque sorte même prémonitoire. Moi, je dis que nous, en tant que parents, même, on ne s'interroge pas souvent, aussi bien ce que je disais sur l'évaluation que sur l'échec scolaire de nos enfants. Surtout au bac, le problème est réglé. Parce qu'au bac, après le bac, le parent peut venir prendre le relevé de son enfant. Il y a déjà la mention qui règle le problème de niveau. La mention passable, tu sais qu'il n'a que 10 ou 10, donc c'est réglé. Mais au niveau du CFE, ce n'est pas réglé. On doit exiger que dans la publication des résultats, la publication des élèves aussi soit faite, la publication des notes. Bien, si vous avez le président de jury, vous avez dit, monsieur, ma fille s'appelle Fatou, je veux accéder à son relevé. Parce que si vous le faites, bon, je commence à être déconnecté du CFE et de l'entrée à 6, mais vous voyez que parfois, le CFE, pour l'obtenir, il faut par exemple 160 points. Au temps où j'étais dans les classes, c'était ça. Vous voyez qu'il y a des enfants qui viennent de structures parce que les enfants font les mêmes épreuves, qu'ils viennent d'un privé riche ou d'un privé pauvre. Mais vous voyez que sur ces 160 points, le cumul de 160 points, il y a des élèves qui ont 158 points. 158 points. Vous ne le savez pas alors que votre enfant est passé avec 64 points. Si ces deux élèves progressent dans le système, mais votre élève ne réussira jamais à un concours, il est surclassé. Mais ce que parce que vous avez un CFE, un BFM, vous avez arrosé Khalis, DEFPO. Alors que tu ne sais pas qu'il a même été repêché, peut-être. Que la barre est descendue à un niveau tellement bas que mais le parent ne regarde souvent pas ça. Mais les parents lettrés, eux, ils vont toujours voir. Ils vont voir, mon enfant, il est passé avec combien de points, sur combien. Et c'est important. Le truc en entonnoir. Au départ, tout le monde s'engouffre. Mais petit à petit, c'est pourquoi parfois vous dites, ah, Dioudal, bac mon côté. Voilà, Bobeté, Mounou am BFM. Mais Mounou am BFM parce qu'il est tout le temps passé, ni bac. Ou bien après à l'université, il sera chassé parce que, voilà, il est toujours passé avec des trucs. Il y a aussi le problème des lycées d'excellence. Moi, je n'ai rien contre les lycées d'excellence. Je ne sais pas si les renseignements généraux, mais moi, je les trouve foncièrement injustes. On ne peut pas prendre les meilleurs élèves de ce pays-là, et ça, c'est l'État qui est interpellé, et les mettre dans des lycées d'excellence, alors qu'ils sont déjà meilleurs. Les lycées d'excellence devaient être réservés aux enfants moyens. Maintenant, si l'enfant arrive avec une moyenne de 10, on l'amène dans un lycée avec les meilleurs professeurs, avec un système d'internat. Et on sait que de 10, il est passé par exemple à 14. Mais c'est bon. Mais un enfant qui a toujours eu de grosses moyennes, vous le prenez, vous lui donnez toutes les... Et puis, parmi nous ici, qui est sorti d'un lycée d'excellence?
Hein? Hein? Ces gens-là ne servent même pas le pays. Ces ressortissants des lycées d'excellence ne travailleront même pas ici. Hein? Alors que leurs études sont financées sur la base de notre propre argent. Hein? Au niveau du syndicat, de la confédération, ces réflexions pointues peuvent être prises en charge. Et ce sont des anomalies. Bon, le format là, il y a aussi, ça c'est très important, je tiens à le dire, on appelle ça, c'est pas moi qui l'appelle, mais ce sont les chercheurs qui appellent ça la collatéralisation de la fonction enseignante. Nous, ce que nous faisons là maintenant, on n'a rien à voir là-dedans. Les livres, c'est pas nous. Collatéralisation, c'est-à-dire que nous, on est des exécutants. Mais ceux qui définissent les manuels, ceux qui construisent des écoles, ceux qui amènent des intrants, le genre est là entre guillemets, ceux qui nous donnent les programmes, ce n'est pas des enseignants. Ils ont d'autres motivations mercantiles, idéologiques, hein, pour nous faire gober leur salade. C'est clair. Donc ça aussi, de la fonction enseignante. De la fonction enseignante. On n'a plus rien à voir dans les structures. Même les classes, on trouve qu'elles sont construites telles quelles. Regarde. Perseverare, diabolicum est. L'erreur humaine, mais la persévérance est diabolique. On dit classe 7 mètres sur 9. Mais comment on peut, l'État, pour continuer à dire classe 7 mètres sur 9 alors qu'on a des effectifs pléthoriques? Au moins, c'est une dimension comme on ne peut pas combattre les effectifs pléthoriques. Mais tout ça, nous, on n'a pas notre mot à dire. Mais si on avait notre mot à dire, on allait dire mais qu'on accroisse, par exemple, la superficie, le volume des classes. Puisque nous gérons 80 élèves, 70 élèves, etc., on n'a qu'à l'accroître. Donc les manuels aussi, on n'a pas notre mot à dire. Les cahiers, même les mentions qu'il y a sur les cahiers, on n'a pas notre mot à dire. Les stylos, bientôt vous allez voir toutes les couleurs sur les stylos, toutes les couleurs diffuses dans les documents de vos élèves, et petit à petit, ils vont gober ça. Donc c'est ça. Donc niveau élèves, je vais terminer par là, je saute beaucoup de choses avant de venir au niveau des enseignants par rapport à... Moi, contrairement aux autres, moi les élèves ne sont pas responsables de l'échec scolaire. Il y a même une vidéo virale qui disait insulter, taper. L'année passée, je pense, vous l'avez suivi. Mais moi, j'ai dit, mais ces élèves-là, ils n'ont qu'à sortir aussi pour dire, eux aussi insulter. Les professeurs aussi, les enseignants aussi frappent les élèves, ils les insultent, ils les harcèlent. Quand je faisais mon stage à l'IA de Kaolack, Ngari Faye nous disait qu'il y a un déficit de professeurs dans le moyen. Et cela a été dû à quoi? Une vingtaine de professeurs étaient sous les verrous pour grossesse. Hein? Donc, ce que nous reprochons aux élèves là, nous-mêmes nous le faisons. Et la preuve que les élèves peuvent être canalisés et bien enseignés, c'est que si vous allez dans les lycées et collèges, dans les écoles élémentaires, vous allez voir des professeurs qui sont respectés, qui ont un niveau de respectabilité extraordinaire. Par rapport à d'autres maintenant que les élèves ne respectent pas. Mais alors, il faut se poser la question, pourquoi les élèves respectent le cours d'un tel et pourquoi ils ne respectent pas un tel autre? C'est parce que nous, les enseignants, les inspecteurs, on a un problème à ce niveau-là. On a un problème à ce niveau. Hein? Tout ce dont nous accusons les élèves peuvent nous l'accuser. Je vous assure. Les élèves peuvent nous accuser. Ces histoires de frappe, de viol, de harcèlement, de tout et de tout, d'humiliation. Il y a des professeurs qui humilient, des enseignants qui humilient les élèves. Tout ça, il y en a. Moi, je pense que l'élève est vraiment l'objet de son contexte. Les élèves actuels, ils ont dans l'ère du numérique. Toute l'information leur est accessible. Contrairement à nous, si cela avait été notre cas, on serait comme eux, ne nous voyons pas la face. Cela n'avait pas été, c'était une télévision familiale ou bien une télévision dans le quartier. Maintenant, tel n'est plus le cas, il n'y avait pas de portable. Maintenant, c'est à nous, aux enseignants, de se réajuster par rapport à tout cet environnement scolaire-là, qui est facteur d'échec scolaire. Et là où je vais terminer maintenant, c'est au niveau des organisations syndicales, vraiment. Les organisations syndicales, c'est-à-dire, je pense à Sansar, je pense au doyen l'a dit aussi, faire un syndicalisme autre. Maintenant que les salaires sont bons, tout le monde en parle, j'en parle aussi. Hein? Quel sera, si le cap est maintenu, si les accords sont pérennisés, peut-être que les grèves vont mettre du temps avant d'avoir lieu. Donc il faudra vraiment se réajuster. Faire de la recherche-action, proposer des solutions à l'État, proposer des solutions aux parents d'élèves,
proposer même des solutions aux inspecteurs. Parce que vous, les enseignants, vous pouvez nous proposer des solutions. Vous êtes encore en contact avec les élèves. La recherche-action, vous êtes mieux placé que quiconque pour la faire. Dire si on faisait ceci, si on faisait cela, documenter ça, faire ça, un travail de recherche, et l'institution va suivre. Mais si vous ne le faites pas, hein, donc l'échec solution finalement, et c'est là où je vais terminer mon propos, l'échec scolaire, d'ailleurs le concept d'échec scolaire, il n'existe pas de solution. D'ailleurs si vous réfléchissez, bon, il y a des solutions pour amoindrir l'échec scolaire, mais une solution définitive, elle n'existe pas. Et nous, c'est même un construit social. Nous, si l'école fait bien son travail, l'échec scolaire n'existe pas. Parce que pourquoi on dit échec scolaire? Parce que l'individu a eu son diplôme, il ne travaille pas, il ne gagne pas son argent, il n'est pas fonctionnaire de l'État et on pense qu'il a échoué. Mais est-ce qu'il a véritablement échoué? C'est la grande question à se poser. Souvent même les personnes analphabètes, eux n'ont pas ce concept-là d'échec scolaire. Ils disent qu'ils ont une école. Parce que même dans les tontines, dans les champs, ils voient que l'individu qui a fait les bancs fait montre d'un savoir et de connaissances qui sont respectables. C'est clair. Donc, l'échec scolaire, en réalité, c'est un construit systémique, pas social. Parce que dès lors que vous enseignez bien à un enfant, dès lors que vous lui inculquez tous les savoirs, savoir-faire, savoir-être, hein? Mais il ne peut pas échouer, ce n'est pas possible. Maintenant, si l'école n'inculque pas les savoirs, c'est là seulement où l'échec scolaire existe. Mais si vous lui donnez les savoirs nécessaires, il ne peut pas échouer. Parce que même s'il est balayeur de rue, hein? Il n'a pas échoué, il fera montre de savoir, des savoirs acquis à l'école. Donc c'est ça. Je ne vais pas m'étendre davantage sur tout ceci, sur les formes de l'échec scolaire que vous connaissez, l'abandon, le redoublement, tout ça là. J'ai occulté ça parce que tous les collègues et les prédécesseurs sont revenus là-dessus. Mais c'est en quelque sorte la quintessence de la petite préparation que j'avais à faire. Mais surtout, le point d'ancrage, c'est que nous-mêmes, enseignants, on doit revisiter nos pratiques. Nous, dans les écoles de formation où je suis, vraiment, c'est ça que nous enseignons à nos élèves maîtres. C'est ça que nous enseignons à revoir les pratiques enseignantes. Parce que l'échec scolaire, le dernier responsable de l'échec scolaire, le premier, bien sûr, c'est l'État. Le deuxième, ce sont les enseignants, vous et moi. L'élève est le dernier responsable de son échec. Il est mis dans une situation d'échec, c'est tout. Et celui qui est mis en situation d'échec par l'évaluation, par son environnement, ne peut qu'échouer. À qui doit-on reprocher cet échec? À tout le monde, sauf à lui. Vraiment, RG, messieurs les modérateurs, merci beaucoup.